Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, maintenant on va parler du programme de troisième, c'est-à-dire la révision concernant la classe de troisième. Donc pour ça, on va parler d'abord des lentilles minces. On va commencer par la partie physique, les lentilles minces. Donc ici, on va parler de lentilles minces. Voilà, on va parler de lentilles minces. Et pour ce chapitre sur les lentilles minces, d'abord, quand on parle de lentilles, il faut savoir que les lentilles sont des milieux transparents, limités par des surfaces, c'est-à-dire par des faces planes ou planes et non parallèles. Après ça, donc, on va parler donc de distance focale. Donc là, je vais vous donner directement les formules. Par exemple, c'est la signification de lentille convergente, parce qu'on a deux types de lentilles. Il y a ce qu'on appelle lentille convergente. Et pour le cas des lentilles convergentes, je donne le symbole directement. Donc le symbole des lentilles convergentes est là. Par exemple, j'ai ça. Là, ça c'est le symbole des lentilles convergentes. Maintenant, pour le cas des lentilles divergentes, voilà, ça c'est le symbole des lentilles divergentes. Il y a ce qu'on appelle aussi la distance focale. Et on vous dit que la distance focale c'est l'inverse de la distance focale, c'est la distance qui sépare les deux foyers, le foyer objet et le foyer image. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour la distance focale, il est noté F. Ok? Il y a ce qu'on appelle aussi la vergence. On dit que c'est l'inverse de la distance focale. La vergence est notée par C qui est égal à 1 sur la distance focale. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de représenter ça sous forme de schéma pour vous montrer les différents cas. Donc par rapport aux lentilles, donc je vais commencer à représenter le symbole de la lentille convergente d'abord. Et ce que j'ai fait pour une lentille convergente, pratiquement c'est la même chose aussi pour le cas des lentilles divergentes. Voilà, donc la lentille convergente est là. Et là, je trace. Bon, je représente les différents foyers. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc les différentes significations. Donc là ici j'ai F, or F'. Là je mets LC pour dire lentille convergente. Donc le F c'est le foyer objet. Là c'est le centre optique. Ça, c'est le foyer image. F' foyer image. Et là, cette droite, c'est ce qu'on appelle axe optique. Maintenant, si on avait par exemple avec une lentille divergente, donc ça sera l'inverse parce que le foyer, on va avoir d'abord le foyer image avant d'avoir le foyer objet, par exemple. Voilà, donc si je fais ça, en essayant de représenter la lentille divergente, voilà. Ok, donc ici, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai F' d'abord, pour dire foyer image, F'. Après,
F parce que tout simplement ici la lentille est divergente, lentille divergente. Donc là je mets foyer image. Donc là c'est le centre optique. C'est le centre optique. Là c'est le foyer objet. Et là on a l'axe optique. Voilà, donc là c'est de manière très simple, j'ai essayé de résumer tout ce dont on a besoin ici, à savoir l'axe optique, c'est la droite qui est perpendiculaire à la lentille. Donc le centre optique c'est le milieu de la lentille, les foyers sont là, et là même je peux représenter la distance focale qui est là. Là aussi on a la distance focale, donc F qui est égal à FO, donc aussi la distance focale F qui est égale à O, F', c'est la même chose. Là aussi, j'ai la distance focale F qui est égale à O, F', ou bien F', O. Là aussi, la distance focale est là, donc F qui est égal à O, OF. Donc, j'ai représenté la distance focale, ainsi de suite. Donc, je précise distance focale. Voilà, distance focale. Voilà. Maintenant, on va faire un exemple. On va partir d'un exercice, c'est-à-dire exemple, construire l'image d'une lentille convergente, construire l'image d'une lentille convergente dans les cas suivants. Deux points. Petit a, AB égale 1 cm, AO égale 2 cm, F égale, AO je mets 3 cm, F égale 2 cm. Petit b, AB égale toujours 1 cm, AO 2 cm, F égale 3 cm. Et le dernier cas, le petit c, AB égale 1 cm. Bon, là, je peux prendre AB 2 cm. Là, AB 1 cm. F, AO 2 cm. F égale 2 cm. Voilà. Donc, on va essayer de résoudre ça. Les lentilles minces, je mets solution. Donc, premier cas. Donc, je mets petit a. On a AB, la hauteur qui est égale à 1 cm. AO 3 cm. Et F 2 cm. Et on m'a dit que la lentille est convergente. Donc, comme la lentille est convergente, je représente le symbole d'une lentille convergente. Voilà. Les flèches pour le cas des lentilles convergentes. Je représente l'axe optique qui est là. Je place les foyers. On m'a dit que c'est 2 cm et l'objet est à 3 cm. Voilà. Donc, là j'ai F', A. Et la hauteur c'est 1 cm. Et je trace 1 cm. Et là c'est le point B. Maintenant,
qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'équerre. Parce qu'on doit avoir ce qu'on appelle la perpendicularité. Donc, je vais prendre la règle et l'équerre. Je place d'abord l'équerre pour chercher la parallèle à l'axe optique. Et je fais ça. Voilà. La règle ne bouge pas, mais c'est l'équerre qui va bouger. Je vais glisser l'équerre jusqu'à B. Voilà. Jusque là. Après, qu'est-ce que je fais maintenant? Je trace directement le rayon qui va arriver sur l'axe B. Après, qu'est-ce que je fais? Donc, il sera convergé vers F'. Voilà. Et les deux rayons vont se croiser quelque part. On vous dit que tout rayon qui passe par le centre optique d'une lentille n'est jamais dévié. Donc là, je prolonge. Voilà, il se croise ici. Donc, je vais prolonger l'axe optique un tout petit peu. Et je prends l'équerre pour chercher la perpendicularité. À partir de là, je vais avoir l'image parce que les deux rayons se coupent ici. Donc, la perpendicularité directement. Ok. Et là, je trace. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai l'image A', B' de l'objet AB. Donc, par exemple, on peut me demander de donner les caractéristiques. Donc, je commence par nature. Je dis directement réel, sens renversé, position placée, après la lentille. Là, l'objet est là, la lentille, l'image. Placée après la lentille, taille. Là, ici, vous voyez que si on regarde l'objet AB et l'image A'B', l'image est plus grande que l'objet. On dit directement taille plus grand que l'objet. Voilà. Donc là, on a donné les caractéristiques pour le petit a. On a fait la construction et on a donné les caractéristiques. On va passer directement au petit b. Et pour le petit b, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne AB. AB égale 2 cm. A1 égale 2 cm. Et F, la distance focale, 3 cm. Bon, on va essayer de tracer ça. Donc, la lentille, elle est convergente toujours. Voilà. Lentille convergente. Donc, l'axe optique. Je représente l'axe optique. Et sur l'axe optique, je place donc les foyers. La distance focale, c'est 3 cm. 1, 2, 3 cm. Là aussi, 1, 2, 3 cm. L'objet est à 2 cm. Et on m'a dit que la hauteur de l'objet, c'est 2 cm. Donc, 2 cm, c'est jusque-là. Voilà. Donc, je vais essayer d'augmenter un tout petit peu de 0,50 la lentille. Là aussi, la même chose. Voilà. Maintenant, ici, j'ai A et j'ai B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher aussi la parallèle comme tout à l'heure. On cherche la parallèle, je place la règle, l'équerre du moins sur l'axe optique et la règle à côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser l'équerre. Et quand je glisse l'équerre, vous allez constater que la règle ne bouge pas, c'est l'équerre qui va bouger. Et là, arrivé au point B, qu'est-ce que je fais?
Je trace directement. Voilà. Il va faire quoi maintenant? Le rayon va passer par le foyer. Bon, je n'ai pas tracé les foyers F et F'. Par le foyer image F'. Ça doit passer par le foyer image F'. La même chose. Donc le foyer image F'. Voilà. Donc là, quand on prolonge, vous voyez. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on nous dit que tout rayon qui passe par le centre optique d'une lentille n'est jamais dévié. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je trace directement. Maintenant, normalement, ici, on voit qu'on ne va pas obtenir d'image par là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prolonger de l'autre côté pour pouvoir obtenir l'image. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on ne parvient pas à avoir l'image ici, ça c'est la flèche. Hein? On ne parvient pas à avoir l'image. Maintenant, comme on le dit souvent, donc on va essayer de prolonger parce qu'une droite n'a pas de limite. Donc je prolonge ici par des pointillés pour voir ce que ça va donner. Là aussi, je fais la même chose. Voilà, a priori les deux vont se croiser quelque part là. Voilà, donc je prolonge l'axe optique. Là où ils se croisent, je vais avoir l'image. Là, vous constatez que non seulement la lentille est convergente, mais l'image qu'on a obtenue est virtuelle. Voilà. Par rapport à la perpendicularité, donc là je mets A', la flèche je mets B'. Et on l'a toujours dit, l'image A', B'. Donc là il faut toujours savoir que le AB est toujours, le point A est toujours sur l'axe optique. Donc je vais donner les caractéristiques à côté. Je mets caractéristique, nature, virtuelle, sens droite, taille plus grand que l'objet, position, donc placé avant la lentille. Voilà, là on a donné les caractéristiques. Donc placé avant la lentille. Maintenant, le troisième cas qu'on va voir toujours, c'est-à-dire c'était le petit c. Petit c, on nous avait dit que AB égale 1 cm, AO égale 2 cm, F égale 2 cm. La même chose encore, je trace d'abord, si je veux, bon, je représente d'abord la lentille convergente, il est là, et là j'ai, voilà, donc le centre optique, les deux axes, les foyers, l'objet est à 2 cm, d'accord. O, F'. Maintenant, l'objet est là et sa hauteur c'est 1 cm. Là, j'ai le point A, B. Donc, je prends l'équerre encore, je place sur l'axe optique et je fais la même chose encore. Qu'est-ce que je fais? Je glisse l'équerre. Attention, la règle ne doit pas bouger du tout. Donc, je glisse l'équerre jusqu'au point B
Après, je vais tracer le rayon qui va arriver sur la lentille et qui sera convergé vers le foyer image F'. Donc directement, il sera convergé. Voilà. Et je trace. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? L'autre rayon qui passe par le centre optique et qui n'est jamais dévié, je fais la même chose. Je trace aussi. Voilà. Donc, du coup, là, on constate qu'ils ne vont pas se croiser là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prolonger par des pointillés pour voir si je peux avoir l'image quelque part. Là aussi, la même chose. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on ne peut pas avoir l'image là. Donc, on dit directement, avec ce genre de dispositif, de schéma, on dit directement l'image se forme à l'infini. L'image se forme à l'infini. Et donc là, on a fait les 3 cas possibles pour le cas des lentilles convergentes. Maintenant, l'autre exemple qu'on va faire, je prends un autre exemple, ça sera avec une lentille divergente. Donc, je dis directement construire l'image d'une lentille divergente. Construire l'image d'une lentille divergente dont 2 points, la distance focale f égale 2 cm, le AB, la hauteur de l'objet 1,5 cm et la position de l'objet, le AO égale 3 cm. Voilà. Donc là, on me demande de construire l'image de cette lentille, d'une lentille divergente avec ses caractéristiques. Donc, j'essaie de représenter ici la lentille divergente d'abord. Voilà. Ok, donc la lentille est divergente. Donc du coup, ici qu'est-ce que je fais? Je représente l'axe optique. Voilà, avec les foyers, la distance focale c'est 2 cm. L'objet est à 3 cm. Donc là, je mets F', F, et il est à 1, la hauteur c'est 1,5 cm. Et je trace la hauteur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? A, B. Toujours comme d'habitude, je place l'équerre d'abord. Et quand je place l'équerre, je place la règle et je vais glisser l'équerre. Voilà, je glisse l'équerre jusque là. Voilà, et j'enlève la règle et je trace. Mais attention, là, le rayon ne sera pas convergé, mais ça sera divergé. Comme ça sera divergé, qu'est-ce que je vais faire? Je place la règle de sorte qu'il passe par le foyer image. Donc, je fais ça. En plaçant la règle de sorte qu'il passe par le foyer image. Donc, c'est ça que je vais faire. Et je trace directement. Le rayon est divergé. Mais de l'autre côté, si je veux, je peux prolonger par des pointillés. Parce que tout simplement, je sais que l'image sera de l'autre côté. Voilà. Donc, après, je trace le rayon lumineux qui va passer par là directement. Voilà. Tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Les deux vont se croiser quelque part. Là où ils se croisent, c'est l'image.
Donc du coup ici j'ai l'image qui est verticale aussi et perpendiculaire à l'axe optique directement. Là j'ai A' et B'. Donc du coup je vais donner les caractéristiques ici. Voilà, maintenant donc on va donner les caractéristiques. Je dis encore comme d'habitude nature virtuelle, sens droite, taille, plus petit que l'objet. Taille plus petit que l'objet, nature, taille plus petit que l'objet, position, placé avant la lentille. Maintenant, que ce soit avec une lentille convergente ou avec une lentille divergente, on peut vous demander l'agrandissement. Quand on vous demande l'agrandissement, donc ce qu'il faut faire c'est quoi? Quand on vous parle d'agrandissement, il est souvent noté par G. Il faut savoir que G est égal à A'B', c'est-à-dire la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet, A'B' sur AB. Donc après cette partie sur la construction de l'image et autres, il y a ce qu'on appelle les anomalies de l'œil. Donc par rapport à ces anomalies, il faut savoir qu'on a 3 anomalies: la myopie, l'hypermétropie et la presbytie. Donc la myopie c'est-à-dire la myopie, c'est une anomalie qui se fait parce que tout simplement le cristallin est trop convergent. Comme le cristallin est trop convergent, donc celui qui est atteint de cette anomalie ne parvient pas à voir les objets éloignés. Donc pour corriger ça, il faut seulement qu'il porte une lentille et qu'il porte des verres à base de lentilles divergentes. Il y a aussi l'hypermétropie, il y a la presbytie qui atteint les personnes âgées à partir de 40 ans et plus. Donc sans plus tarder, on va passer directement à la chimie. Donc pour parler des hydrocarbures et aussi des solutions acide-base, des solutions aqueuses et des solutions acide-basiques. Voilà, maintenant on va parler des hydrocarbures d'abord. Donc ce qu'il faut savoir comprendre. Donc là on va parler d'abord des hydrocarbures. On va parler des hydrocarbures. Donc quand on parle d'hydrocarbures, un hydrocarbure est composé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Et pour les hydrocarbures, on a 3 familles. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle la famille des alcanes. Et pour cette famille des alcanes, donc de formule, la famille des alcanes, il y a la famille des alcènes et la famille des alcynes. Donc je mets ça comme ça. Alcane, alcène, alcyne. Et pour chaque famille, on a quoi? On a donc la formule générale. Et la formule générale, c'est quoi? C'est par exemple, pour les alcanes, c'est le CnH2n plus 2 avec N qui est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que N ne peut pas être égal à 0. On commence toujours par N égale à 1 et on continue. Après la famille des alcènes, c'est le CnH2n. Donc ici la condition avec N supérieur ou égal à 2. Donc pour la famille des alcynes aussi c'est la même chose, CnH2n moins 2 avec N supérieur ou égal à 2. Donc là on a les 3 familles. La famille des alcanes, la famille des alcènes et la famille des alcynes. Ce qu'il faut comprendre aussi pour la famille des alcanes, très souvent il y a ce qu'on appelle, je donne quelques exemples d'alcanes. Exemple,
Par exemple, pour n égale à 1, on a quoi? On a le CH4 qu'on appelle directement méthane. Donc, pour n égale à 2, on a le C2H6 qu'on appelle éthane. Pour n égale 3, on a le C3H8 qu'on appelle propane. Pour n égale 4, on a ce qu'on appelle le C4H10 qu'on appelle butane. Et pour n égale 5, on a ce qu'on appelle le C5H12 qu'on appelle pentane. Donc, de même aussi pour les alcènes, ça concerne les alcanes. Ok? Alcanes. Maintenant, pour les alcènes, on a quoi? On a d'abord, comme on dit que n doit être supérieur à 2, on a directement pour n égale 2, on a le C2H4 qu'on appelle éthène. C2H4 qu'on appelle éthène. N égale à 3, il y a le C3H6 qu'on appelle propène. Il y a n égale 4 qu'on appelle C4H8 qu'on appelle butène. Pour n égale 5, il y a ce qu'on appelle le C5H10 qu'on appelle pentène. Et après, on va parler du cas des alcynes. Et pour les alcynes, qu'est-ce qu'on va avoir? Toujours, pour n égale à 2, on a le C2H2 qu'on appelle éthylène ou acétylène. Après, on a ce qu'on appelle le n égale à 3, qu'on appelle directement le C3H4, qu'on appelle propine. Donc là, c'est éthine, ou acétylène. Donc là, on a propine. Pour n égale à 4, on a le C4H6 qu'on appelle le butine. Pour n égale 5, on a le C5H8 qu'on appelle le pentine. Donc, ça, c'est la famille des alcanes. Donc, après ça, je vais donner un petit exemple encore pour la détermination des formules brutes. Exemple. Déterminer la formule brute d'un alcane de masse molaire 58 grammes par mol. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais chercher la masse molaire de CnH2n plus 2. Ce qui va me donner donc n fois la masse molaire de C plus 2n plus 2 fois la masse molaire de H. Ce qui va me donner donc n fois 12 grammes par mol plus 2n plus 2 fois 1 gramme par mol. Ce qui va nous donner donc 12n grammes par mol plus 2n plus 2 grammes 2n grammes par mol plus 2 grammes par mol. Ce qui va nous donner donc 14n grammes par mol plus 2 grammes par mol. Donc, je vais égaliser les deux masses molaires. La masse molaire de CnH2n plus 2 égale à 14n plus 2 égale à 58. Donc, 14
n égale à 58 moins 2, donc 14. N égale à 56, donc n est égal à 56 sur 14 qui est égal à 4. D'où la formule brute est le C4H10 points, c'est le butane. Donc cette méthode de détermination de formule brute, c'est pratiquement la même chose avec les autres. Après ça, on va parler donc directement, ça c'est juste un petit exemple, on va parler directement de l'équation de combustion complète. Donc là, on va parler de combustion complète. Et pour cette équation de combustion complète, ce qu'il faut comprendre, quand on prend par exemple pour un alcane, c'est le CnH2n plus 2 plus le dioxygène qui donne le CO2 plus de l'eau plus H2O. Si on prend un alcine, c'est le CnH2n plus O2 qui donne le CO2 plus H2O. Un alcine, on va prendre directement le CnH2n moins 2 plus O2 qui donne le CO2 plus H2O. Maintenant, on va essayer d'équilibrer ça, l'équilibrage. Là, on regarde, ici, on a combien? On a n atomes de carbone, donc là, je multiplie par n. Donc, là, si je veux, je peux factoriser, je vais avoir 2 facteurs de n plus 1. Donc, j'ai combien? Donc, le 2H, il est là. Donc, il me manque seulement n plus 1. Je multiplie ici par n plus 1 directement. Maintenant, quand on essaie de calculer, qu'est-ce qu'on va avoir? N fois 2 qui nous donne 2n plus n plus 1 fois 1 qui nous donne n plus 1, ce qui va me donner donc 3n plus 1. Donc là, je multiplie par 3n plus 1 sur 2. Donc j'ai fait l'équilibrage pour le cas des alcanes. Donc ça, c'est la combustion complète. Parce que quand on parle de combustion complète, on a toujours hydrocarbures plus du oxygène qui donne le dioxyde de carbone et de l'eau. Donc là aussi, la même chose, j'ai n, 2n. Donc là, je multiplie par n. Donc là, j'ai 2n plus n qui me donne 3n. Donc là, je multiplie par 3n sur 2. L'équation est équilibrée aussi. Donc pour la même chose, donc ici, comme les alcanes, les alcines, qu'est-ce qui va différencier? C'est le n-1 quand on factorise. Donc du coup, là, qu'est-ce que je vais avoir? N, je multiplie par n. Là, j'ai quoi? 2n, le 2 est là déjà, le n-1, je multiplie par n-1. Donc qu'est-ce que j'ai? 2n plus n-1 qui va me donner donc 3n-1. Donc là, c'est 3n-1 sur 2. Et là aussi, donc on a fait la résolution, c'est-à-dire on a fait l'équilibrage de l'équation complète d'un hydrocarbure. Donc c'est ce qu'on pouvait parler sur les hydrocarbures. Sans plus tarder, on va continuer directement avec le cas des solutions aqueuses. Parce que quand on vous parle de solutions aqueuses, donc on va essayer de voir les différents cas pour les solutions aqueuses, à savoir la dilution, la dissolution, ainsi de suite, avant de passer aux solutions acide-base. Voilà. Maintenant, donc, on va passer au chapitre sur notion de solution et solution acide-base. Pour ces deux parties-là, on va essayer de faire ça sous forme d'exercice. Donc, premier exercice, on va parler d'abord des notions de solution. Deuxième exercice, on va parler des solutions acide-base. D'abord, sans plus tarder, on va commencer. Là, c'est l'exercice 1, et là, c'est 2. Donc, je mets exercice 1. Donc, ici, on me demande de calculer la concentration massive de cette solution. Donc, on a introduit 12,5 grammes cm3. On a introduit 3,65 grammes d'eau d'acide dans 12,5 grammes d'eau. Donc, dans 12,5 cm3 d'eau. Donc, je mets d'abord petit 1, la concentration massique
Et pour la concentration massique, j'écris la formule Cm est égal à M sur V. Application numérique. Donc la concentration massique. Le Cm, c'est la masse. On m'a dit que c'est 3,65 grammes sur le volume 12,2. Là, on a 12,5 cm3 qui est égal à 0,125 litres sur 0,125 litres. Ce qui va nous donner donc comme résultat 292 grammes par litre. Ça veut dire que la concentration massique est égale à 292 grammes par litre. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demande d'en déduire la concentration molaire. Et pour en déduire la concentration molaire, on va utiliser la relation qui existe entre la concentration massique et la concentration molaire, c'est-à-dire la molarité. Donc, petit 2, concentration molaire. Donc, C égale à la concentration massique sur la masse molaire de HCl. Donc, et pour la masse molaire de HCl, ça sera égal à quoi? La masse molaire de H plus la masse molaire de Cl qui nous donne donc 1 gramme par mol plus 35,5 grammes par mol, ce qui va nous donner donc 36,5 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire de HCl. À partir de là, donc, on peut calculer donc en application numérique. Donc, la concentration molaire, c'est 292 grammes par litre sur 36,5 grammes par mol. Et on va trouver 8 moles par litre. Donc, C est égal à 8 moles par litre. Après, on va passer à l'exercice 2. Et pour l'exercice 2, on nous dit qu'on dissout 20 grammes d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire de NaOH dans de l'eau pure, on obtient 400 ml de solution S1. On nous demande de calculer la concentration massique de S1. Donc je mets petit 1, concentration massique de S1. Donc je vais appeler ça CM1, concentration massique 1 est égal à quoi? Donc je connais la masse et le volume est égal à M sur V. Donc le V c'est 400 ml qui est égal à 0,4 litres. Application numérique. Donc la concentration massique de la solution est égale à donc 400 ml, c'est la masse c'est 20 grammes sur 0,4 litres, ce qui va nous donner comme résultat 50 grammes par litre. 50 grammes par litre. Donc c'est ça la concentration massique. 1 est égal à 50 grammes par litre. Après la concentration massique, on va passer donc à la deuxième question, c'est-à-dire la molarité de S1. Petit 2, la molarité de S1. Donc, et pour cette molarité de S1, étant donné que je connais la concentration massique, donc je vais utiliser la relation C est égal à la concentration massique sur la masse molaire de NaOH. Donc, avec la masse molaire moléculaire de NaOH qui est égale à 40 grammes par mol. Donc, c'est comme ce que j'avais fait tout à l'heure avec l'acide chlorhydrique. Donc, en application numérique, donc je vais avoir C est égal à la concentration massique. La concentration massique, c'est 50 grammes par litre sur 40 grammes par mol, ce qui va nous donner donc 1,25 mol par litre. Voilà, C est égal à 1,25 mol par litre. Après ça, on nous dit que on neutralise S1 par une solution dissimolaire d'acide chlorhydrique, S2. Calculer le volume de la concentration, calculer le volume et la concentration massique de S2. Donc je mets d'abord petit 3, volume de S2. Donc S1, qu'est-ce qu'on a? C'est la solution d'acide, c'est-à-dire c'est le HCl. On a C1 qui est égal à
On l'avait calculé tout à l'heure, pas calculé plus tôt, mais on avait, on prélève ainsi de suite, calculer la molarité. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Le V1, c'est 0,4 litres. Pour le S2, c'est le NaOH. Donc, le C2, c'est solution décimolaire, parce qu'on nous parle de solution décimolaire. Décimolaire, ça veut dire que c'est 0,1 mol par litre. Et le volume V2 est égal à, c'est ce qu'on va chercher. Non, attention, parce que là, on me dit qu'on neutralise S1 par une solution décimolaire de S2. On dissout. Ok, j'ai pas calculé. Ok, je l'ai calculé. Le C1 est là. C'est ça, C1. 1,25 mol par litre. Donc là, on va dire quoi? À l'équivalence acido-basique, à l'équivalence CA, C1 fois V1 égale C2 fois V2. Donc ce qui implique donc que le V2 sera égal à C1 fois V1 sur le C2 en application numérique. Donc V2 sera égal donc directement à C1, c'est 1,25 mol par litre multiplié par le V1, 0,4 litres sur le C1, 0,1 mol par litre. Les moles par litre se simplifient et on va trouver comme volume 5 litres. V2 égale à 5 litres. Après ça, on nous demande d'en déduire la concentration massique. Et pour en déduire la concentration massique, on connaît la formule, on va appliquer directement la relation entre la concentration massique et la masse molaire moléculaire. Voilà, et maintenant on va calculer la concentration massique. Je mets directement concentration massique. Cm est égal à M fois C. Voilà, donc je connais Cm, je connais la masse molaire parce que c'est le NaOH, c'est le S2. Et le S2 ici, c'est le HCl. On l'avait calculé, c'était 36,5. Donc je vais faire avec M de HCl égale 36,5 grammes par mol. Application numérique. Donc Cm est égal à 36,5 grammes par mol multiplié par 0,1 mol par litre. Les mots se simplifient. On aura donc Cm qui est égal à 3,65 grammes par litre. Donc c'est ça la concentration massique qu'on nous demande de calculer, qu'on nous a demandé de calculer. Donc ce qui met fin à cette séance de révision, donc on a eu à parler sur la partie chimie des hydrocarbures, on a traité des exercices sur les solutions aqueuses et on a aussi traité des exercices sur les solutions acide-base. Donc seulement, ce qu'il faut comprendre aussi que je vais ajouter, c'est-à-dire quand on vous demande d'étudier ou bien de déterminer la nature de la solution, ce qu'il faut comprendre c'est que pour déterminer la nature de nos solutions, il faut toujours passer par les nombres de moles, c'est-à-dire les quantités de matière. Il faut chercher le nombre de moles de l'acide, le nombre de moles de base, et puis vous faites la comparaison. Maintenant, par rapport à l'indicateur coloré, surtout avec les solutions acide-base, il faut savoir qu'on utilise le bleu de bromothymol. Maintenant, il est jaune pour une solution qui est acide, bleu pour une solution qui est basique et vert pour une solution qui est neutre. Ceci étant, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.